On va démarrer. Il est un peu plus de 19 heures. Je ne vous ai pas salué de près parce que je sors de la grippe. Donc, mais je tenais à être avec vous ce soir. C'est un moment particulier. Une certaine satisfaction d'y être. Donc, je suis là. Voilà. Bonsoir donc à tout le monde. Donc, le conseil municipal du mercredi 31 janvier est ouvert. Vous avez bien reçu votre convocation. La constatation, le quorum est atteint. Alors, Ludovic Legrand, est-ce que tu veux bien être le secrétaire de séance? Ok, merci. Alors, les absences et pouvoirs, on a Laetitia Tabar qui donne procuration à Sylviane Dalpos. Aurélien Pommier qui donne procuration à Bernadette Avé. Claude Catelin qui donne procuration à Ludovic Legrand. Absence excusée Anaïs Honard. Absent Sébastien Leclerc. On va... Comment ? Féti, à partir de maintenant, il est absent, mais il ne s'était pas excusé. Donc voilà, bonsoir. J'ai ici l'approbation. Est-ce qu'il y a des remarques sur le PV du conseil municipal du 20 décembre? Non. Donc vous avez le document à signer. Monsieur Castet, on me précise de vous signaler que vous devez bien signer là. Voilà, pour pas le secrétariat. Voilà, c'est fait. Je vais passer l'information. Voilà, donc qui commencera par Jean-Paul. Voilà, c'est parti. Il y a aussi la signature de la feuille d'émargement. Je ne sais pas où elle est. Elle a été lancée. C'est moi qui l'ai. Ah pardon, elle est devant moi, excusez-moi. Bon, hop, c'est parti. Alors, ça va vous occuper. Il y a eu deux délibérations modifiées. On vous la délibération numéro 2 et puis la délibération numéro 7. La 7, c'est la composition des commissions réussites. On vous précisera la modification. Et la 2, c'est au sujet avant la dernière ligne du tableau. Donc c'est une précision. On vous le signalera également lors de la délibération numéro 2. Voilà. C'est là 8 c'est la délibération numéro 8. Donc on remodifie. C'est pas la délibération numéro 7. Délibération numéro 8. Hop. Donc à l'ordre du jour du rapport préparatoire, l'approbation, donc c'est en train d'être signé, le PV est en train d'être signé. Nous avons 4 décisions, 7 délibérations, 5 en finance, une en ressources humaines, une en institutions et vie publique. Et puis on vous précisera l'agenda à venir. Donc c'est un conseil municipal qui ressonnera surtout la voix de Nicolas, l'adjoint en finance, puisqu'il va nous parler du rapport d'orientation budgétaire. Et du coup, ça me va très bien. Ça, je ne vais pas m'épuiser ce soir. Merci Nicolas. Donc sur les décisions, vous avez une décision sur un contrat de maintenance des horloges et de l'hôtel de ville et de l'église Saint-Va. Il y a des questions. Vous avez pu voir que l'horloge a été remise à l'heure de l'hôtel de ville et le carillon sonne de nouveau. Vous avez la décision B, contrat de maintenance et de vérification du système d'incendie de l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez deux décisions sur du spectacle vivant. Un pour l'événement Festival Live en les livres. Donc c'est une compagnie, c'est une convention avec l'association Dynamo, qui est à l'échelle en fait régionale et qui propose des spectacles pour amener les musiques un peu modernes contemporaines dans les médiathèques. Est-ce que vous avez des questions? Non.
sur la 4e décision, nuit de la lecture. Donc c'est un contrat de compagnie spectacle vivant donc, qui a été passé pour animer la nuit de la lecture qui s'est déroulée donc, le 19 janvier à la médiathèque d'Achicourt et qui a eu, malgré les intempéries et les conditions en fait, de circulation, quand même un beau petit succès. Et chaque année, en fait, cet événement trouve bien son public. Voilà. Si vous n'avez pas de questions concernant les décisions, nous allons passer aux délibérations. Alors, la délibération 1, qui concerne donc, le rapport d'orientation budgétaire qui va nous être présenté par Nicolas. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire est obligatoire et depuis la loi NOTE de 2015, il doit être précédé en fait, d'un rapport d'orientation qui contient tous les éléments des finances en fait, de la collectivité. Donc c'est ce que Nicolas va nous présenter et puis après on pourra ouvrir le débat d'orientation budgétaire. Voilà. Merci Nicolas. Vas-y. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, nous entrons dans un nouveau cycle budgétaire. On est en train de terminer les dernières écritures sur l'année 2023 et donc on bascule sur l'année 2024. Et effectivement, dans les 10 semaines avant le vote du budget, donc je vais présenter un rapport d'orientation budgétaire dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire. Voilà. Donc ce rapport va être présenté tout d'abord un petit contexte des finances publiques. On verra ensuite la situation financière de la commune. On verra les perspectives d'investissement et bien sûr les orientations budgétaires 2024. Rapidement sur les contextes des finances publiques 2024. Donc vous voyez, j'ai mis quelques chiffres. On est toujours confronté à une certaine inflation. Dans sa loi de finances, l'État français prévoit une inflation de 2,6%. Cependant, avec ce qui se passe dans les événements extérieurs, il y a une certaine volatilité des prix, donc il faudra être vigilant. Un autre chiffre à retenir, c'est aussi la perspective de croissance en France, c'est 1,4%, donc c'est toujours un peu faible. Quelques chiffres aussi et quelques éléments sur la loi de finances 2024, parce que ça a aussi un impact direct sur les collectivités. Donc au niveau des dotations et péréquations, donc il y a des enveloppes qui évoluent, notamment le FCTVA, le Fonds de compensation TVA, qui a été abondé un peu plus, parce qu'en fait, plus de dépenses seront éligibles. Donc, on verra après pour le FCTVA ce que ça signifie. Et donc aussi un abondement par rapport aux titres sécurisés, parce que, rappelez-vous, dans le discours de Monsieur le maire sur ses vœux, donc Achicourt va redélivrer des cartes nationales d'identité ainsi que des passeports bien prochainement. Et donc cette mise en place a aussi des aides de l'État. Un chiffre important aussi, c'est la fiscalité. Donc depuis fin d'année, on sait que les bases des impôts locaux vont augmenter de 3,9%. C'est le dernier indice des prix en novembre de l'année précédente. Et rappelez-vous, l'année dernière, c'était 7,1%. Voilà, on peut aller sur la suivante. Et donc aussi, dans cette loi de finances, il y a aussi une chose importante à retenir, c'est la place de plus en plus importante de tout ce qui est environnement, protection de l'environnement. Et donc, trajectoire demandée par l'État dans cette loi de finances aux collectivités, c'est une augmentation des dépenses de fonctionnement qui doit être limitée à l'inflation moins 0,5%, donc 2,1%, et bien sûr toujours un désendettement des collectivités locales, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de collectivités sont endettées, des pays, voire des entreprises et aussi des particuliers. Nous passons maintenant à la situation budgétaire, donc la situation de la commune en 2023. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas tout à fait arrêté, mais voilà, c'est les gros chiffres. Il faut savoir que nos recettes réelles, donc c'est-à-dire des recettes qui viennent abonder notre compte bancaire, ont augmenté de 4,12%. Important par rapport à ces chiffres, deux choses à noter, ce sont les impôts locaux qui ont augmenté de 470 000 € en tout. Et aussi, à voir aussi, il y a par rapport à nos recettes, on a les droits de mutation en titres onéreux, c'est-à-dire dans les transactions immobilières, on a vu qu'il y avait une chute
dû à augmentation des prix, donc les emprunts, les taux ont augmenté, donc il y a eu beaucoup moins par rapport à 2022 de transactions immobilières sur notre territoire d'Achicourt, mais c'est le cas pour toute la France. Ce qui fait que nous avons eu 292 000 € de plus de recettes réelles. On va passer à la page suivante. En parallèle, bien sûr, nos dépenses réelles qui ont augmenté moins vite, de 1,90%. Alors, on a eu un impact de l'électricité de plus de 100 000 €. On avait estimé un peu plus, mais cette minoration en fait d'augmentation est due aussi à la mise en place de notre plan de sobriété énergétique, avec le passage par exemple, des lumières dans les bâtiments au LED, ce qui fait que ça a fait baisser finalement nos dépenses d'énergie. Donc, ce qui fait que nos dépenses réelles ont augmenté de 112 000 €. Passer à la page suivante. Ce qui fait que là, je vous montre un ratio, enfin un élément important dans la santé financière d'une commune, c'est la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la différence entre nos recettes réelles moins nos dépenses réelles. Donc, ce qui fait qu'on a généré une CAF, donc une capacité d'autofinancement brut de 1 348 000, à rapprocher de celle de l'année dernière à 1 168 000, donc une augmentation de 180 000. Un chiffre important aussi, et ça souvent les banques les regardent, c'est le taux de CAF brut, c'est-à-dire le taux d'épargne. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on génère comme capacité d'autofinancement par rapport à l'ensemble de nos recettes réelles. Donc vous voyez, sur le 2023, sur la partie droite en bas, on est à 18-28%, ce qui est un bon chiffre. Au-delà de 15%, c'est que la collectivité génère une CAF suffisante. Important aussi dans le cadre de ce rapport d'orientation budgétaire, c'est la situation de notre dette. Donc notre dette s'élève à 6 143 000 au 31 décembre 2023. Ce qui est important de voir aussi, c'est que la renégociation de notre emprunt toxique représente aujourd'hui 90% de ce capital à rembourser. C'est pour donner un peu une estimation. Vous voyez sur les deux dernières lignes, ce sont les deux prêts, donc à 3 198 000 et 2 353 000. Ce qui fait, quand on regarde sur la prochaine diapo le profil d'extinction de notre dette, vous voyez la partie noire, c'est la partie capitale. Donc on va jusqu'en 2037 et la partie grise, ce sont les intérêts. Bien sûr, plus on avance dans le temps, moins on rembourse d'intérêts, plus on rembourse de capital. Et un ratio très important, on parlait tout à l'heure que l'État nous demande de nous désendetter, c'est la capacité de désendettement. C'est-à-dire qu'on prend le capital restant dû, les 6 millions, on divise par notre capacité d'autofinancement, 1,3 million, et vous voyez dans le tableau de gauche, donc c'est en 2023, on a fini avec une capacité de désendettement de 4,6 ans, donc 4 ans et demi. On était quand même parti en 2017 de 18 ans. Donc vous voyez, en comparaison avec la partie droite sur la moyenne, strate moyenne, on se rapproche de la capacité dans notre moyen d'une commune qui a le même nombre d'habitants. Donc ça, c'est vraiment très positif. Troisième partie, donc là, les perspectives d'investissement. Vous voyez, ça, c'est un peu l'évolution entre les dépenses et les recettes d'investissement. Ce qu'il faut signaler, cette année 2023 était marquée par une accélération de nos travaux d'investissement. Vous voyez, 2 151 000 par rapport à 1,6 million l'année 2022. Donc on met en place nos travaux, ce qui est très bien. Je vous présente assez rapidement donc les travaux dans leur ensemble, sur la nature des travaux. On peut remarquer que par rapport au taux d'exécution, on se rapproche de 50%. Avant, on était plutôt à l'ordre de 30 à 40%. Donc on arrive à réaliser nos travaux. La page suivante. Les recettes d'investissement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être surpris par le décalage sur des recettes. En fait, les recettes d'investissement, souvent, ce sont des subventions, et ces subventions sont versées après les travaux par les financeurs. Donc, ce qui fait qu'on a toujours un décalage. Alors, ce qui est important aussi, et Achicourt, depuis 2020, a un véritable plan pluriannuel d'investissement, ce qui montre que nous prévoyons les travaux sur une durée dans le temps,
parce que jusqu'avant, on présentait année par année. Là, c'est important d'avoir une vision par rapport à nos travaux, et notamment, on peut voir dans ce plan pluriannuel d'investissement la médiathèque, la rénovation des maisons des sociétés. Donc vous voyez, ce qui nous donne par année le besoin de financement, parce que quand on le rapporte au schéma suivant, c'est-à-dire les recettes attendues, avec notre volonté d'avoir toujours un subventionnement à hauteur de 80% du hors-taxe, donc on arrive avec les recettes, et sur le tableau suivant, on a un petit peu, alors le suivant, le graphique, ce qui nous donne notre besoin de financement, c'est-à-dire le décalage entre les dépenses qui sont prévues et les recettes. Et donc on voit qu'en 2024, il y a une accélération de ce besoin de financement. Par rapport, donc, dans cette dernière partie, je vous présente les orientations budgétaires 2024. Depuis le début, nous avons au niveau finance 2 objectifs. Maintenir une CAF suffisante. Donc vous avez vu 1,3 million sur 2023. Pourquoi? Déjà pour rembourser le capital de l'emprunt. Donc en 2023, 781 000 euros. Le solde, c'est-à-dire un peu plus de 500 000 euros, nous permet de faire de l'autofinancement sans nécessairement mobiliser des emprunts. Deuxième chose, donc, c'est de maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 ans. Vous voyez, on est à 4,6 ans, ce qui fait qu'on a des marges de manœuvre maintenant. Ce qu'il faut savoir aussi, les grands mouvements au niveau de l'orientation budgétaire 2024, bien sûr, il y a le transfert de l'éclairage public, la SUA, qui est neutre sur notre capacité d'autofinancement, parce que la CUA nous verse moins de fonds, mais on a transféré des charges en parallèle. La classe de neige, une année sur 2, donc là, cette année, 145 000 euros. Une fiscalité des bases, donc à 3,9%, avec une estimation à 137 000 euros. Je rappelle aussi que dans son discours, M. le maire a indiqué qu'il n'y avait pas d'augmentation des taux cette année. Voilà. Une masse salariale qui va continuer à augmenter parce que les revalorisations de l'État en juillet 2023 vont porter leur effet sur une année complète en 2024. Au 1er janvier, il y a encore eu une revalorisation des fonctionnaires, donc ce qui fait qu'on a une augmentation de la masse salariale. Et après, donc, évolution des autres charges et produits à affiner. Donc, on reverra ça au moment du vote du budget primitif 2024. Ce qui fait que, voilà, c'est vraiment projeter une CAF brute à 1 094 000, sachant que, en tant que comptable public, je suis toujours prudent sur les dépenses, donc, qui sont plutôt majorées, et plutôt prudent pour minorer les recettes. En tout cas, l'important, c'est de pouvoir au moins rembourser cette dette en capital et avoir du surplus qui pourra constituer notre autofinancement pour financer nos investissements. Bien sûr, dans cette orientation budgétaire, il y a à continuer le programme d'investissement. Ça a très bien été présenté par Monsieur le maire lors de ses vœux. Donc c'est une amélioration de cadre de vie, de sobriété énergétique. On continue parce qu'il nous reste encore des éclairages publics dans nos parcs, donc passer en LED, continuer à entretenir notre patrimoine conformément à nos engagements politiques. Bien sûr, les grands projets structurants, la rénovation de la maison des sociétés, la construction de la nouvelle médiathèque. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le décalage des dépenses et des recettes, on va devoir avoir recours à des outils de financement pour pallier à ce décalage. Notre but, c'est d'avoir les intérêts les plus faibles. Avant, on prenait un emprunt, on partait sur 20, 25 ans. Notre but, c'est pas ça. C'est d'avoir des outils avec les banques pour pouvoir pallier justement ce décalage entre les dépenses et les recettes. Donc ça sera peut-être une ligne de trésorerie, un prêt relais, un petit prêt classique. En tout cas, par rapport à ces orientations budgétaires, notre trajectoire est construite sur 4 piliers, comme l'a rappelé Monsieur le maire lors de son discours. C'est l'intérêt général, l'équité de traitement, le respect de la loi et un cadre financier maîtrisé. Voilà, Monsieur le maire, la présentation. Merci Nicolas. Écoute, c'était une très belle présentation, détaillée. Les points importants sont bien mis en exergue. On voit bien effectivement sur les 4 axes, en fait, en tout cas les 4 indicateurs surveillés de près,
qu'ils sont bons ou ils s'améliorent. Voilà. Ce qui nous donne quand même des marges de manœuvre intéressantes pour pouvoir continuer d'investir, en ne regardant pas derrière nous, effectivement, quand même encore ce petit fardeau qu'on doit porter, mais l'important c'est de regarder devant. On dégage suffisamment en fait, d'investissement pour pouvoir moderniser Achicourt, et ça c'est l'objectif pour les habitants, c'est une priorité pour nous. On voit bien aussi que cette année, Nicolas l'a rappelé, et je m'y suis engagé, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition communaux. La revalorisation de la base fiscale, malheureusement, c'est l'État, et ça vaut pour toutes les communes. Que l'effort de l'année dernière a payé. La décision qui était difficile à prendre, on le voit bien aujourd'hui, nous permet quand même d'avoir un horizon serein, même peut-être des perspectives qui seront, au niveau de la pression fiscale communale, bénéfiques à la population. Donc ça, je le rappelle, c'est important, et on le voit bien aujourd'hui. Moi, je vais revenir sur un point, effectivement, sur le recours à l'emprunt. C'est une possibilité extrême, puisque quand on investit comme ça, d'abord, il faut regarder le taux d'exécution du budget, qui varie aussi, parce que là, on est comme si tout était exécuté, ce qui n'est pas toujours le cas. On demande aussi des avances sur les subventions, ce qui nous permet en fait d'alimenter notre trésorerie. Donc au final, et puis après, on aura peut-être, grâce à la M57, avec les autorisations de programmation, pouvoir en fait étaler ces montants et pas les répercuter sur une seule année, comme si on décaissait tout d'un coup. Donc nous donner en fait une bonne visibilité, puisque les travaux de la maison et société, par exemple, vont être à cheval sur 2 années. Donc ça, c'est important d'avoir ces éléments-là. Donc dans la perspective des investissements maisons et sociétés et puis médiathèque, on voit que nos finances quand même sont bien tenues, avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées. Effectivement, on a un plan de sobriété qu'on a lancé. On est en train de modifier tous les éclairages, des bâtiments publics, mais aussi on avait commencé avec l'éclairage public. Bon, là, c'est transféré à la CUA, mais on met la pression pour que nos programmes soient prioritaires à traiter, parce qu'on a quand même des points encore de forte consommation. Et on pourra comme ça renégocier les dépenses de fonctionnement, réduire en fait ce qu'on verse à la CUA. Donc ça, c'est un objectif. Et puis les points lumineux qui nous restent forcément à traiter. Alors comme ce sont des parcs, on ira sûrement vers peut-être des éclairages à détection, parce que là, vraiment, on n'a pas besoin d'éclairer les parcs la nuit, et c'est une bonne chose pour la faune. Donc, je pense que tout a été dit clairement, ce qui n'est pas toujours facile quand on parle chiffres, budget. Je pense que c'est audible pour tous ceux qui ont un minimum de base sur la construction en fait, d'un budget d'une collectivité. Donc pour ça, je te remercie Nicolas de nous rendre les choses accessibles. Et puis, vous précisez, donc, le rapport vient de vous être présenté. Il a été présenté en commission finances. Ludovic, je sais que tu n'y étais pas, et je m'excuse au nom de la mairie sur une erreur d'adresse mail, si j'ai bien compris. Donc vraiment, excuse-nous. Mais je ne doute pas que tu l'as épluché, ce rapport, comme d'habitude. Donc les questions, elles seront les bienvenues. Ça continue dans notre phase de construction budget 2024. On a à peu près 12 phases. On est là à mi-phase et pour présenter un budget construit, équilibré, pour le 10 avril, qui vous sera présenté au conseil municipal du 10 avril. Voilà. Juste une chose avec la M57, c'est vrai que le budget il sera présenté, il faut qu'il soit envoyé 12 jours avant. Donc ne soyez pas étonnés qu'une commission finance ait lieu 15 jours avant le conseil municipal. Voilà. S'il y en a. Il y en a, monsieur le maire, merci. 2 questions, dont une très simple sur les points lumineux, puisqu'effectivement, ils ont été transférés à la communauté urbaine. Il y a quand même un certain montant cette année qui est provisionné. J'ai bien compris qu'il s'agissait des parcs. Est-ce que ça comprend bien les 71 derniers points lumineux,
ou est-ce qu'on reverra quelque chose sur cette ligne l'année prochaine? Est-ce que c'est un budget global et définitif? Effectivement, nous, à la charge de la commune, 71 points lumineux à traiter. Donc une fois que ça sera traité, c'est terminé. Et donc ma question, c'est, ils sont bien traités par ce montant cette année, ou il y en aura encore? Oui, bien sûr. Ouais, D'accord. ouais. Bah, en tout cas, le chiffre qui est annoncé, il correspond bien en fait aux investissements, aux devis prévus. Merci. Ça fournit. Deuxième question, ça concerne les CNI, les passeports. Ça, je peux que me féliciter que la mairie d'Achicourt retrouve une certaine autonomie, ou du moins acquiert une certaine autonomie. J'imagine que ça implique du recrutement de personnel, ce qui serait relativement logique, sauf à ce qu'on me dise qu'il y a des gens qui fassent rien en mairie. Donc j'imagine que ça sera un budget aussi. Et surtout, je m'inquiète des horaires d'accessibilité. Il ne faudrait pas qu'on organise quelque chose qui ressemble à la poste, donc ça veut dire mobiliser des gens le samedi, et donc éventuellement peut-être sur l'horaire du déjeuner. Et donc tout ça implique éventuellement une rotation, une organisation, dont j'imagine que vous n'avez pas manqué de l'organiser. Merci de le souligner. Évidemment, il faut concilier le respect des temps de pause aussi des salariés. Il faut assurer de la rotation, hein, parce que aujourd'hui, donc on est en phase d'expérimentation. Donc on forme. Il y a 4 agents en fait qui ont été formés, qui vont pouvoir se relayer. Aujourd'hui, c'est à effectif constant, voilà, parce qu'on va démarrer. On vise à peu près 18 heures par semaine d'ouverture, et en fonction forcément de la demande, du succès, on verra bien comment on se réorganise. Là, on est quand même plutôt dans l'optimisation du travail que tout de suite création de poste égale embauche. On verra bien, j'espère que ça fonctionnera, j'espère qu'on montera en puissance, voilà, et à ce moment-là, on ajustera notre capacité de travail aux besoins. D'accord, merci. Comment ? Ta finance ? Oui, il y a une dotation. Voilà. Ça dépend de la préconisation des titres de la préfecture, mais généralement, il y a une dotation de 8 000 € à peu près par poste de recueil de carte d'identité et de passeport. Ça ne devait pas être augmenté, juste ça n'a pas été augmenté au point, Mathieu? Ouais, c'est 1 000 € en plus, ça. Voilà. Ouais. En plus, on touche de l'argent. Les dépenses de personnel en 2020 étaient de 3,1 millions. En 2023, 3,6 millions. Ça fait une augmentation de plus de 400 000 € sur 3 ans. Est-ce que les revalorisations successives du SMIC et des indices de la fonction publique justifient cette augmentation de près de 16% de la masse salariale ? Alors, une partie, effectivement. Mais rappelez-vous, nous avons aussi réinternalisé des services, comme les services des espaces verts. On l'avait dit. Ça. Et deuxièmement aussi, quand on regarde aussi, on a recruté de l'ingénierie. Alors, pour dire un petit peu par rapport aux chiffres, en 2015, il y avait 122 agents à la mairie d'Achicourt pour 94,65 ETP, équivalent temps plein. En 2023, on est à 92,48 équivalent temps plein pour 108 agents. Mais la progression de la masse salariale est notamment due à l'augmentation malgré tout des effectifs, ou tout au moins l'embauche supplémentaire de cadres. Si on prend 400 000 € et qu'on fait un calcul basique, ça voudrait dire qu'en moyenne, le salaire de chaque agent aurait progressé de 300 € par mois, ce qui paraît quand même beaucoup par rapport à une augmentation de 2,5% l'an dernier de l'indice et du coefficient vieillesse-technicité qui représente à peu près 2%. Juste préciser effectivement que les montants en fait sont liés au point d'indice, ça c'est sûr.
Nous avons aussi augmenté en fait les parts primes. On en parlera tout à l'heure. Il y a une délibération qui en parle. Effectivement, on recrute des cadres parce que c'est nécessaire. Il faut structurer les services avec des cadres, avec de l'ingénierie. Aujourd'hui, si vous avez bien regardé 2023, le budget il est exécuté à 53%. 53%, ça veut dire qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité suffisante dans nos services en fait, pour répondre à nos investissements. Donc l'équilibre, il est là aussi. Si vous voulez des porteurs de projets, on peut recruter tout le monde au SMIC, ce qui n'est quand même pas un objectif. On a augmenté aussi les contrats précaires en nombre d'heures, parce qu'avant, ça, c'était des heures complémentaires, des heures supplémentaires, etc. Donc on a valorisé aussi le travail, on a modifié en fait le travail pour que les gens retrouvent un petit peu aussi de sérénité et de perspective. Ça, c'est aussi c'est important. Donc on contribue effectivement à favoriser, via les systèmes indemnitaires, le travail au sein de la collectivité. Ce qui n'avait pas été fait depuis des années, en partie. Voilà. Il y a une bonne partie, effectivement. On a repris les tableaux, on a relevé en fait beaucoup de personnes. En fait, on est en train de les remettre dans leur fonction de destination au salaire qui est justifiable par leurs compétences. Tout ça, effectivement, ça a un prix. Jean-Paul. Oui, bonsoir à tous. Ludovic, je pense que tu n'es pas sans ignorer que depuis 3 ans, on a restructuré complètement l'organisation de la ville. Notamment, je pense que c'est assez flagrant. On a structuré, par exemple, le service dont j'ai la délégation maintenant, qui s'occupe de la culture et de l'événementiel. On ne peut pas dire que l'animation de la ville à ce niveau-là n'a pas changé. Et pour cela, forcément, on a recruté quelqu'un de compétent et dont il faut payer le salaire. Je prendrai un deuxième exemple. On n'a personne actuellement pour s'occuper de l'action sociale, à part une personne qui fait le maximum de ce qu'elle peut faire, mais qui n'est pas d'une compétence adaptée à la fonction. On a recruté une directrice de l'action sociale qui nous a quittés, mais qui va être remplacée. Cela aussi, ce n'est pas par hasard. Dans le domaine culturel, dans le domaine de l'action sociale, ça fait partie des pistes qu'on avait annoncées comme étant nécessaires pour structurer les services de la mairie pour un meilleur service à la population. On ne regrette pas, avec l'équipe qu'anime maintenant Patrick Lemaire, on ne regrette absolument pas ces choix. Et forcément, ces choix influencent le budget et notamment les dépenses de personnel. Les explications techniques existent, mais les explications de fond, ils sont aussi. Si on a pris cette décision-là, ces décisions-là, c'est bien pour changer la ville d'Achicourt et changer le service à la population. Tout à l'heure, que ce soit en nombre ou en ETP, on est quasiment à ce qu'il y avait en 2000, en ETP en tout cas en 2019. Donc ça veut dire qu'on n'a pas monté notre nombre d'agents ni en fait en ETP. C'est peut-être juste qu'on les paye mieux pour qu'ils produisent un travail de meilleure qualité. Et ce qu'on a, je le redis, les personnels qui sont arrivés à la mairie d'Achicourt sont des personnels qualifiés. Et en tant que personnels qualifiés, qui sont là pour mener des projets d'envergure, il est normal qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur. Enfin, je pense que ça, c'est partout pareil, dans n'importe quelle entreprise. Et aujourd'hui, les collectivités, elles sont gérées comme des entreprises. Si vous voulez attirer des gens compétents, d'ailleurs, on voit bien que le monde professionnel privé souffre déjà de recrutement. Faire venir des gens dans les collectivités aujourd'hui, si vous ne leur proposez pas un salaire à peu près décent, je dis à peu près décent, ils ne viennent pas du tout. Et comment on fait vivre une collectivité si on n'a pas les agents adéquats et compétents? C'est le choix que nous avons fait. Oui, c'est une intervention. D'ailleurs, je voudrais remercier Nicolas Wanin et les services de la ville pour cette présentation qui est quand même très explicite.
Je retiens dans un premier temps la diminution de la capacité de désendettement, c'est-à-dire que depuis 2017, elle ne fait que décroître, et c'est plutôt un bien, sachant que c'est quand même un prêt qui avait été lancé en 2007. On peut voir lorsqu'on prend des décisions jusqu'où ça peut nous mener par moment, et c'était bien de le rappeler. Sur quelques questions comme ça à côté, un peu pour point. Question sur les abords de l'école Jean Massé. Si ma mémoire est bonne, on en avait déjà parlé auparavant. Est-ce que vous allez prévoir quelque chose sur ces abords ? Concernant le compost collectif, j'étais intervenu la fois passée sur ce sujet. Est-ce que vous avez un retour du SMAV, ou encore est-ce que vous pensez que que la ville peut déjà participer individuellement à ce compost collectif ? J'avais une question aussi sur l'épicerie sociale. On avait souvent parlé d'une possibilité d'épicerie sociale sur Achicourt. Est-ce que ça rentre dans vos projets ? Enfin, une brigade verte aussi, qui permettait, soit en collaboration avec la CEA, de pouvoir inviter les habitants à aller vers plus de cohérence écologique. Enfin, et je vois que dans le culturel, et donc Jean-Paul, comme tu en es maintenant le président de cette commission, je vois qu'il y a un nouveau projet pour l'école de musique, tout au moins pour son développement. Je voudrais savoir ce qu'il en était. Et enfin, pour terminer, j'en parle souvent, mais je reviens sur le vélo. Qu'est-ce qu'il en est concernant les déplacements doux sur Achicourt ? Je sais bien sûr que ça dépend de la compétence communautaire. Comme on voit que maintenant on va avoir une étude des entreprises là sur la CIA, sur la façon de se déplacer et comment. Qu'est-ce que la ville pense ? Est-ce que déjà la ville a réfléchi sur les axes ? Je pense que oui. Et sinon, quel avenir pour nos déplacements doux à Achicourt ? Tu répondras à la question après, Jean-Paul, sur les abords. C'est quel côté, Didier, de Jean Massé? Les abords, c'est le côté place Flers de l'Orme, Ouais. c'est ça. Parce que là, effectivement, c'est très dangereux le matin. Et donc, on avait déjà parlé de cette possibilité justement de pouvoir améliorer cet abord, surtout par rapport aux voitures le matin. Je voulais savoir, est-ce que dans votre projet, à plus ou moins long terme, est-ce que ça rentre dans le projet de la ville ? Alors, j'ai mobilisé les services de la CEA pour qu'ils nous bordurent le long de l'immeuble Place Flers de l'Orme, donc côté parking, un couloir qui sécurise en fait les piétons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'axe pénétrant, on va dire, dans la grande masse de parking, et puis d'autres voitures maintenant qui se garent aussi le long du bâtiment. Voilà. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Donc on va interdire le stationnement le long du bâtiment. Donc normalement, il n'y a pas de stationnement, mais c'est mieux quand on met des barrières physiques. Donc là, tout le long, vous allez avoir un couloir assez large qui va permettre aux gens, surtout ceux qui arrivent, donc toute la population qui monte sur cette rampe-là, d'aller tout droit, de ne pas avoir de contact et de déboucher donc, sur l'extrémité et vers le portail de Jean Massé. Voilà. Alors c'est bien, c'est un premier point, mais ça demande une réflexion, je pense, un peu plus ample sur l'avenir par rapport à cet endroit. Sachant en plus qu'il y a une crèche, donc c'est vraiment un passage assez répétitif et au quotidien. Alors déjà une sécurisation, d'accord, très bien, mais est-ce que demain il ne faudrait pas penser peut-être avoir le déplacement, même s'il a déjà été changé dans un premier temps, plutôt de le revoir et de le sécuriser, soit par, j'ai envie de dire, un déplacement plus doux à cet abord, comme ce le sera demain au collège, par exemple, à Dandelahal, après sa réflexion. On en débattra en commission stratégie urbaine, parce que là, ça veut dire clairement réduire les places de stationnement sur le parking, remodeler. Alors, donc, c'est un projet qui doit être pensé bien plus large que là. Aujourd'hui, on sécurise déjà des axes piétons, poussettes, pour accéder sans problème. Aborder la question de la suppression des places de stationnement,
c'est un vrai sujet. Et la crèche, en général, les gens arrivent en fait par la rue de Grenoble et se garent sur l'autre parking qui traverse, qui est fermé à la circulation par une barrière qui a été installée à l'époque pour éviter effectivement que les personnes pénètrent. Il y a une question de discipline aussi, on le voit bien, on peut mettre tous les obstacles qu'on veut, etc. On a toujours des automobilistes qui viennent à ras des portails pour se stationner. Si ta proposition, c'est de fermer le parking de la place de l'Orne, si j'ai bien compris. C'est une réflexion. Je te laisse mûrir cette réflexion. Je rappelle que la rue de Dakar, auparavant, était passante au niveau de ces véhicules. Ouais. C'est devenu une voie piétonne uniquement lors des horaires d'ouverture et de fermeture d'école. Ça l'est maintenant définitivement. C'est une approche qui s'est faite au fur et à mesure des années. C'est une question qu'on pourrait avoir au niveau de Jean Massé. Oui. Là, dans le cas présent, il y a eu la construction d'autres parkings. Il y a 3 parkings aujourd'hui qui accueillent. Donc le problème du parking, c'est qu'après, il faut c'était une reporter les réflexion places. dans le temps. Oui, mais aujourd'hui, il faut penser, savoir où on les met. Aujourd'hui, la priorité, c'est effectivement de sécuriser, comme je l'ai rappelé, les entrées d'école, de créer ce couloir de protection pour les piétons poussettes qui arrivera jusqu'à la barrière, qui est déjà un premier sas de sécurisation avant d'arriver à l'école, parce que vous avez plusieurs barrières à franchir. La priorité, aujourd'hui, je l'ai annoncé, c'est la sécurisation de Léopold Bernard, de l'école, qui, eux, vraiment étaient en stationnement devant la première grille, quasiment sur la route. Donc là, déjà, on a pris des mesures pour les faire rentrer et les mettre en sécurité. C'est des équipements feu tricolore, et puis alerte de traversée d'enfants, etc. Donc ça, notre priorité de sécurisation, elle est peut-être pas sur une réflexion globale, elle est peut-être sur des petits équipements ponctuels, mais qui déjà aujourd'hui vont permettre de bien sécuriser. Après, on a bien conscience que ce parking-là, il doit être réaménagé, mais je te laisse la responsabilité de la réflexion sur la suppression des places de parking de la place Herzeland. Oui, on peut tous venir à pied, à vélo, puis après, voilà. Sur les... la CEA réfléchit en fait sur une police environnementale, ils sont un peu plus vertes parce que sinon c'était assez restrictif. Donc on verra bien en fait effectivement quelle est l'ampleur de cette police-là. Mais là je laisse la réflexion à la CEA et bien évidemment on est partie prenante dans ce type en fait de police, même s'il est malheureux qu'on en soit obligé d'en arriver à la création d'une police verte ou environnement, on peut l'appeler, alors que c'est quand même normalement de la prise de conscience citoyenne, de respecter l'environnement, de ne pas jeter ses déchets n'importe où. On a des déchetteries qui sont accessibles gratuitement, etc., etc. Donc après, on pourra mettre 1000 personnes, ça n'empêchera pas... voilà. Le but, c'est de veiller par la sensibilisation aussi, la médiation, à sensibiliser. Après, effectivement, à un moment... Mais il faudra du nombre. Il faudra peut-être des emplois. Je parlais de brigade verte, pas de police verte forcément, hein, mais ça... La sémantique. Le plan de déplacement urbain, effectivement, on est en train de le retravailler. On est en train de mixer ce qui avait été fait avec le département par rapport au collège et toute la réhabilitation, piscine, collège, place de Rouen, médiathèque, parce que et après rue du 19 mars, tout ça, pour nous, ça a une cohérence pour arriver vers la gare. Après, aujourd'hui, c'est les aménagements qui nous permettent d'y réfléchir. Sinon, on est obligé de se contraindre à l'existant. Alors, on peut mettre des pictogrammes par terre pour ouvrir, effectivement, signaler des couloirs préférentiels, mais malheureusement, on n'élargira pas les routes, on ne pourra pas créer de pistes cyclables, on peut faire de la bande cyclable, on peut faire dans des rénovations des châssis doux, des choses comme ça. Effectivement, bien sûr que c'est à l'étude, on ne va pas rajouter une couche, on essaie de travailler en bonne intelligence avec la CUA, qui a son propre plan aussi, dans lequel voilà, on a les trajets domicile-travail, etc. Et nous, on essaye de s'insérer avec tout ce qui a déjà été fait pour trouver une cohérence à tout ça. Bien sûr que c'est sur la table. J'aurais sans doute une proposition, mais là, en commission, on peut pouvoir en parler. Hein. Bien sûr.
Est-ce qu'il reste à faire l'école de musique? Après, Jean-Paul, du coup, est-ce que j'ai encore à répondre sur une question? L'épicerie sociale, est-ce que vous avez un projet concernant ce projet? Enfin, ce sujet, pardon. Oui. Ma réponse est oui. Voilà. C'est également sur la table. L'idée, elle est louable sans difficulté. Après, une épicerie, il faut trouver les personnels. Alors, on est en contact avec d'autres associations qui fonctionnent sur ces modèles-là pour voir comment on peut déjà importer le modèle sur Achicourt avant d'essayer d'en créer. Mais la perspective aussi, c'est que via le maraîchage, etc., c'est d'alimenter aussi cette épicerie qui serait évidemment encore plus attachée à notre territoire et directement sur des productions. Oui. Ça fait partie, de toute façon, tout à l'heure on parlait des engagements, ça fait aussi partie de nos engagements. On les coche au fur et à mesure. Il nous faut, pour travailler sur une épicerie solidaire, des gens dans les services techniques avec l'ingénierie qui vont pouvoir trouver les bons partenaires, les bonnes personnes, etc. C'est du temps de travail. C'est bien. Aujourd'hui, voilà. On n'explose pas le nombre, on est même presque sous-dimensionné par rapport à des collectivités de strates inférieures à la nôtre sur la couronne urbaine. Et on essaye de faire à égal dans la production en fait, de projets et puis d'aboutissement. Mais du coup, ou alors vous nous dites, allez-y, on est avec vous, embauchez 15 personnes de plus, et on y va. Sinon, chaque dossier a son temps. Oui, monsieur. C'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est pas de dire allez-y, on vous suit, c'est pas ça. C'est de lancer une réflexion à ce niveau-là. Et si c'est vraiment une volonté de la municipalité de pouvoir y réfléchir, c'est déjà un grand pas. Donc c'est tout. C'est une vraie. Ça sera amené dans les commissions qui vont redémarrer là prochainement. C'est un sujet qui sera abordé. J'avais le compost aussi. Je ne sais pas si on a une réponse là-dessus. Alors le compost, c'est une belle décision de l'État qui descend et qui dit voilà, au 1er janvier, les collectivités, dotez vos habitants. Donc on a de la chance parce que on a un équipement au SMAV qui en fait est un système qui permet de séparer aussi la matière organique du reste des déchets. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, le centre du SMAV. Et donc, ça met 3 jours. C'est un appareil incroyable et qui arrive à trier à la sortie. Donc, toutes les matières organiques sont triées, tombent à part et sont déjà récupérées depuis bien longtemps, depuis la mise en place, pour être fertilisées, pour servir d'engrais, être valorisées. Donc, l'argument un petit peu, et on peut le comprendre du SMAV, c'est on a mis des millions dans un appareil qui trie déjà les matières organiques depuis longtemps. Laissez-nous le temps de descendre, mais je pense que les conseils de quartier, ça peut se poser avec les conseils de quartier, avec les habitants dans les commissions, etc., de réfléchir sur, pour les gens notamment qui sont en collectivité, qui ont des petits potagers, etc., ou d'apporter. Bien sûr, c'est une réflexion qui est ouverte. Petit Bas-Pomme, le comité Petit Bas-Pomme l'a fait, effectivement. Merci, monsieur le maire. Donc, merci, Patrick. Et merci à toi de m'interroger sur l'école de musique. Ce que je peux dire, c'est que je suis très content que monsieur le maire m'ait confié cette responsabilité. Pour information de tout le monde, il faut savoir que l'école de musique a connu un développement exponentiel grâce justement à la compétence du nouveau directeur que l'on a recruté, puisque l'augmentation des effectifs a été de 30% l'année dernière, ce qui est quand même une satisfaction majeure. Deuxième point que je voudrais signaler, le week-end dernier, à l'espace François Mitterrand, il y avait plus de 90 musiciens qui ont joué, donc l'harmonie doupline avec celle d'Achicourt. Et ça aussi, c'est un marqueur très important du développement culturel de l'école de la ville, et en particulier d'école de musique. Par contre, ton interrogation sur le développement de l'école, je ne sais pas quelle information tu as, mais en ce qui me concerne, j'en ai pas de particulière. Il n'est pas question de doubler l'effectif, il n'est pas question de recréer une salle supplémentaire comme le directeur le souhaite parce que elle n'est pas assez grande et qu'on arrive à remplir la salle régulièrement, etc. Donc je ne sais pas quelle est la question qui sous-tend ton interrogation. Non, mais je le vois dans le document qu'on a reçu. Si je vois culture, calendrier culturel 2024, projet de développement de l'école de musique. C'est pour ça que ça m'a interpellé et c'est la raison pour laquelle je pose la question. D'accord, donc c'est un développement normal dans l'organisation, dans la valorisation des compétences des professeurs, etc. Mais il n'y a pas de bouleversement. Parce qu'on pourrait très bien penser
penser que ça peut être une ouverture aux autres musiques à l'intérieur même de cette école de musique et que ça peut être un développement également, un développement qui permet justement d'apporter, je ne vais pas dire du sang neuf, c'est pas ça, parce que je reconnais tout à fait le travail que fait Maxime à l'école de musique, mais d'ouvrir sur d'autres formes musicales. Sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être ça, donc je vais poser la question. Si la question c'est cela, je pense qu'on va y travailler très prochainement, pas la prochaine réunion de la commission culture, parce que l'heure du jour est déjà complet, mais à la suivante, parce qu'effectivement, on est fermé à rien. La seule fermeture que l'on s'impose, c'est effectivement de maîtriser nos dépenses. Et donc, il y a longtemps qu'on parle effectivement d'ouvrir un cours de guitare, etc., ou d'ouvrir à d'autres types de musique. Mais il faut de l'encadrement. Et donc là-dessus, il faudra vraiment qu'on ait une réflexion collective pour savoir comment construire ça. Et peut-être aussi comment construire ça avec d'autres collectivités. Comme on l'a fait pour la lecture publique, on peut aussi envisager que les écoles de musique s'ouvrent au niveau de la communauté urbaine et puissent apprendre à travailler ensemble, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Ma volonté, c'est d'essayer de travailler dans ce sens-là, mais le combat n'est pas gagné, mais on va s'y employer avec l'énergie, et si tu viens y contribuer, ça sera que mieux. Merci. Et enfin, je terminerai là-dessus. Donc, alors je suis heureux qu'en 2024, il n'y aura pas une augmentation des taux d'imposition. Je renouvelle ma demande à réfléchir comment, dans l'avenir, pouvoir rabaisser ces taux d'imposition au niveau d'Achicourt. On va pas faire de fausses promesses. Voilà, ça a été dit. 2024, c'est pas d'augmentation. 2025, si la situation financière le permet, voilà, pour garder une bonne perspective d'investissement, pas pour faire un cadeau ou pour un positionnement électoraliste en 2025, se dire tiens, ça va faire bien. Non, ça sera en fonction de la réalité du budget. Non, mais vous pouvez sourire, c'est pas très grave. C'est quelque chose qu'on avait annoncé quand on a augmenté les taux. C'est une réalité. Le calendrier, il est fait comme ça. Vous en pensez ce que vous voulez. Nous, notre trajectoire, elle est claire. Si on peut, on le fera. Si on peut pas, on le fera pas. Voilà, point. Sur l'évolution de la capacité d'autofinancement brut, donc elle a progressé de 15% entre 2022 et 2023, mais sans l'augmentation de la taxe foncière, en tout cas des impôts locaux en général, elle aurait baissé de 24% en 2022. Donc la CAF brute s'améliore, mais c'est grâce aux impôts locaux et non pas grâce à une réduction des dépenses. Pourtant, on attendait du transfert de la piscine une économie de l'ordre de plus de 100 000 euros. Donc là, on parlait de la réduction justement des taux d'imposition pour 2025. Comment réduire ces taux s'il n'y a pas de réduction des dépenses? Et dans ce cas-là, quelles dépenses allez-vous réduire? On n'a pas dit qu'on les réduirait déjà. Je viens de dire que si c'était possible, on le ferait déjà. Donc on a augmenté, effectivement, augmenté les taux d'imposition. Tu signales que si on ne l'avait pas fait, on serait à moins 25%, c'est-à-dire qu'on serait déjà bloqué dans le développement d'Achicourt. Donc à un moment, c'est une responsabilité d'élu. Il faut peut-être être courageux. C'est peut-être plus facile de dire on n'augmente pas les taux, parce que comme ça, on ne se met pas les habitants à dos. Mais notre responsabilité d'élu, et je tiens à dire que les élus, la majorité, qui sont à 90% propriétaires, subissent aussi cette augmentation. Donc c'est une majorité qui décide d'augmenter des taux d'imposition et qui va avoir une répercussion sur leur niveau de vie aussi. On n'est pas exempt de cette... Donc quand on prend cette décision-là, elle est mûrement réfléchie, elle est dans l'intérêt du développement et du dynamisme d'Achicourt, et tu le signales très bien. Si on ne l'avait pas fait, on serait déjà en train de réduire la voilure pour pouvoir satisfaire. Si on veut aller, il va falloir être plus performant, effectivement. Il va falloir continuer la sobriété énergétique. Il y a plein d'autres postes qui sont travaillés actuellement. Il faudra sûrement optimiser encore un peu plus les choses. Et oui, on ira chercher en fait de la rentabilité là où on peut. Mais notre intérêt, c'est qu'Achicourt se développe et vous ne pouvez pas ne pas le voir. 2024, ça va être la réalisation, la concrétisation de 3 ans d'études, d'écriture de projets, d'analyse, on en parlera tout à l'heure,
Là, aujourd'hui, ça va sortir. Ça va être concret, parce qu'on en parle, et un jour, peut-être, on nous dira « Ah bah tiens, ce qu'ils ont fait, c'est bien, il fallait le faire. » La maison des sociétés, qui peut me dire aujourd'hui que c'est pas utile de la rénover? Qui? Quelle association peut me le dire? Personne. Parce qu'il faut le faire. Parce que sinon, on la ferme. Donc, c'est un local en moins. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Eh bien oui, malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a eu la disparition de la taxe d'habitation, qu'aujourd'hui, notre seul levier fiscal, c'est la taxe foncière, mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà, et ben on fait avec et on essaye de l'ajuster. On prend nos responsabilités, on est aux commandes. Je pense que c'est plus confortable de dire on n'augmente pas que de dire on augmente. Et ben voilà, on y va. Nous, on le fait. On pose nos sujets et on met les moyens en face. On ne peut pas nous dire pendant 15 ans, il n'y a rien qui a été fait à Chicourt, et quand on commence à faire des choses, dire ça coûte de l'argent. Évidemment que ça coûte de l'argent. Rien faire, ça coûte rien. Et encore qu'aujourd'hui, même rien faire, ça coûte. Je rappelle quand même, ça m'embête, qu'aujourd'hui, on rembourse l'équivalent de notre montant de 11%, 625 000 € d'emprunt toxique pour rien depuis des années et encore pendant des années. D'accord ? Donc là, aujourd'hui, l'argent qui est investi, la maison et société, ça va nous coûter 200 000 € quand on aura le plan de financement. C'est-à-dire que tous les ans, depuis quelques années, on donne 3 rénovations de maisons de société par an pour rien. Je tiens à le préciser quand même. Non, mais bien sûr, mais auquel on a participé effectivement pour arrêter l'hémorragie, évidemment. Donc, au lieu de nous dire vous dépensez des sous ou ça coûte cher, etc., regardez quand même qu'on donne des centaines de milliers d'euros encore aujourd'hui et pour quelques années, pour rien. Alors que, pour une fois, si l'argent des Achicouriens, des contribuables achicouriens, il est utilisé pour moderniser Achicourt, pour la rendre plus agréable, plus propre, plus fleurie, avec des équipements modernes, dignes d'une agglomération, de la seconde agglomération de CEA, eh ben nous on dit oui. Voilà, c'est peut-être pas votre positionnement, mais c'est le nôtre. Si tu permets, monsieur le maire, encore pour répondre à Ludovic, le rapport d'orientation budgétaire, c'est pour discuter des orientations, pas des sous. Discuter des sous, c'est le budget. Non, on peut ne pas être d'accord sur telle et telle orientation. Mais là, ce qui serait intéressant pour débattre, c'est de savoir par rapport à ce qu'on a annoncé comme grande orientation de développement de la ville l'année prochaine, quels sont les points qui te semblent positifs, quels sont ceux qui te semblent négatifs. Ça, c'est un débat. C'est-à-dire qu'en fait, on échange sur des perspectives de développement de la ville. Et après, comment on va les financer ou pas les financer en fonction de la décision collective du conseil municipal. Là, c'est au moment du budget où on met en face de telles réalisations l'argent qu'on a besoin. C'est ce qu'on fait depuis quelques années, comme vient de le dire monsieur le maire, pour la maison des sociétés, pour la médiathèque, pour la construction des terrains de sport, etc., pour l'amélioration des terrains de foot. C'est ça, le rapport d'orientation budgétaire, c'est est-ce qu'on est d'accord, par exemple, pour créer un nouveau city-stade sur la commune, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ça fait partie des orientations qu'on a affichées dans le rapport d'orientation budgétaire. Et sur ces points-là, on peut discuter en conseil municipal pour savoir si on est d'accord et pas d'accord. Et à la majorité, on décide, on y va. Mais la façon de financer le rapport, c'est au budget. D'accord? Donc j'aimerais bien qu'on ne passe pas notre temps sur comment on va couper un cheveu en quatre pour savoir si on a trop vite dépensé ou pas assez vite dépensé, ou si on a pris des décisions. De toute façon, les décisions, notamment que j'ai prises avec le conseil municipal, elles sont prises. Donc il faut assumer, comme dit monsieur le maire, on assume. Nous, il n'y a aucun problème. Nos orientations, elles sont claires et on les assume complètement. Donc, essayons de travailler sur comment orienter mieux les dépenses de la ville en 2024 qu'en 2023. Et ça, il faut parler projet et non pas sous. Sur les orientations budgétaires, ce qui semble prioritaire, c'est la rénovation des bâtiments communaux, notamment les écoles. Je l'avais abordé lors du précédent conseil, parce qu'effectivement, beaucoup de bâtiments sont vétustes, certains contiennent de l'amiante, et ce sont des investissements prioritaires. Je veux dire, effectivement, tu l'as abordé au conseil. On l'a abordé il y a 2 ans, quand on a dans le PPI. C'est des devis qui sont demandés, effectivement, pour des demandes de subventions. Je vois pour Sangor, c'est prévu dans le PPI en 2026. Vous allez pouvoir investir 6 millions d'euros en 2026 pour l'école Sangor.
Oui, parce que les c'est priorités. écrit dans le PPI. Aujourd'hui, on traite les priorités, effectivement. On traite les priorités, effectivement. On traite les écoles. On a fait dans l'urgence les menuiseries de Jean Massé complètement. Et aujourd'hui, heureusement, parce que c'était une vraie passoire, parce que la facture d'énergie, aujourd'hui, si on ne les avait pas toutes faites quand on est arrivé, aujourd'hui, on va traiter... On a voté pour. Hein, Non, mais je sais. Non, mais Léopold Bernard s'est inscrit aussi, on va changer toutes les huisseries. Donc on traite aussi les écoles. On peut pas... L'amiante, par exemple, qui est effectivement dans les couloirs, aujourd'hui, elle est protégée, elle n'est pas dangereuse, en fait, pour les élèves, etc. Parce que c'est un vrai programme, parce qu'il faut avoir les moyens, déjà, de le faire. Mais en plus, il va falloir organiser, parce que le désamiantage, c'est compliqué. C'est pas en 2 mois de vacances scolaires. Donc il va falloir organiser le déplacement des classes, etc. Donc il faut d'abord réfléchir aux solutions faites d'accueil. Et pour réfléchir aux solutions d'accueil, il faut que dans les autres écoles, on les prépare à accueillir. Donc c'est déjà une construction. Mais tout ça, évidemment qu'on l'a. Et le PPI, qui a été quand même mis en place quand on est arrivé, donne cette lisibilité, cette programmation des choses. Tout est prioritaire. Dans les huisseries de Léopold Bernard, il y a de l'amiante. Oui, d'ailleurs, ça fait partie, j'ai vu des investissements qui sont prévus, c'est très bien aussi pour Léopold Bernard, ce qui veut dire aussi qu'il faut fermer l'école, Léopold Bernard, un certain temps, pour effectuer ces travaux. Alors, la différence, c'est que c'est plus simple, parce que l'amiante est contenu dans les joints. Enfin, là, on va rentrer dans le domaine technique, c'est pas très grave. Donc, c'est pas la dépose en elle-même des huisseries qui pose problème avec l'amiante, c'est la mise en décharge. C'est ça qui coûte. Donc là, ils vont dévisser complètement là où il n'y a pas d'amiante, ils vont prendre les blocs, ils vont les transporter avec peut-être des masques, etc. Mais on n'a pas besoin de tout bâcher, on n'a pas besoin de faire des analyses d'air en permanence, on n'a pas avant, après, pendant 6 mois après, souffler, etc. Enfin voilà les conditions. Donc c'est un traitement, il y en a, on le fait, mais c'est plus simple que Léopold Sédar Senghor. mais on y est très vigilant, et de toute façon, si c'est inscrit dans le PPI, c'est que effectivement, ça a été pris en considération dès le début. Après, le PPI, effectivement, ce sont des orientations, mais quand on voit le total des investissements, ça représente 19 millions d'euros de 2023 à 2026, les recettes attendues, 8,5 millions. Donc voilà, même si c'est des orientations, elles ne sont pas forcément finançables. Comment trouver ces 8,5 millions supplémentaires ? Non, simplement, pour rebondir, c'est 3 millions qui est inscrit au PPI pour Léopold Sédar Senghor. Non, je parle de le total des investissements, pas seulement Léopold Sédar Senghor. Le total des orientations d'investissement jusqu'en 2026. Je veux simplement préciser à l'ensemble des membres du Conseil et éventuellement aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que la première chose qu'on a fait lorsqu'on est arrivé aux responsabilités en 2020, on a fait le tour de toutes les écoles. Et puis, on a constaté l'état des écoles, de toutes les écoles d'Achicourt. C'est ça le problème. C'est que manifestement, pendant un certain nombre d'années, on a oublié d'entretenir notre patrimoine. Et je peux prendre l'exemple des écoles, comme je peux prendre l'exemple des salles de sport, comme je peux rappeler aussi l'événement de la salle François Mitterrand où la charpente est cassée alors qu'on est arrivé depuis 2 mois, etc., etc. On a fait le tour. La première estimation qu'on a fait faire, c'est justement sur Léopold Sédar Senghor. On a fait venir un spécialiste, un bureau d'études, pour qu'il nous évalue le coût de l'isolation de l'école. Et c'était déjà à l'époque, il y a 3 ans, 2,5 millions. Et quand on a regardé nos capacités effectivement de financement, j'ai décidé avec l'équipe que ça ne se ferait pas tout de suite, parce que ce n'est pas possible de tout faire. Par contre, ce qui est intéressant dans le rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'on a balayé les gros problèmes qu'on avait à régler, et après on verra comment prioriser en fonction effectivement des recettes que l'on aura. Je réponds juste aux données que tu as en masse sur le plan pluriannuel d'investissement. Bon, le plan pluriannuel d'investissement, il bouge. Vous voyez, chaque année, il bouge un petit peu, les grandes orientations ne bougent pas. Concernant les recettes, on ne va pas afficher 80% sur tout. Ça, c'est de la sincérité. Pour l'instant, c'est par rapport à ce qu'on pourrait avoir, mais effectivement, on ira chercher les 80%. Mais en tout cas, moi, je suis très attaché là-dessus, sur la sincérité, pas d'afficher des recettes qu'on n'aura jamais. Après, ce sont des projets, hein, tu as calculé, effectivement, quand on regarde qu'on fait un peu plus de 2 millions
Et il reste 19 millions, effectivement. Mais ce PPI va vivre. En tout cas, tout est inscrit dedans et on l'a au niveau de plusieurs années. Je rajouterais que il n'y a pas forcément 100% des recettes en face des dépenses sur les investissements. Il y a des investissements qui seront portés à 90% parce qu'il n'y aura pas de subvention possible et on n'aura pas de recettes. Alors du coup, on ne les fait pas. Si on a un déséquilibre 19 millions, 8 millions et demi, ça veut dire qu'on ne doit pas en faire pour 10,5 ? Non, mais non, la question, c'est comment... encore une fois, le rapport d'orientation budgétaire, ce sont des orientations, mais il y a une différence de 8,5 millions. Or, la ville n'a pas l'autofinancement nécessaire pour financer ces 8,5 millions. Voilà, donc ce sont des projets, c'est très bien, mais pour l'instant, ils ne sont pas finançables. Non, mais même pas 80%. Non, mais un PPI, ça permet aussi, vous avez vu le graphique, c'est de savoir le besoin financement qu'on doit mettre sur la table pour justement cadencer tous ces projets dans le temps. Et justement, ça nous permet effectivement, et on regarde, donc c'est un cadencement. Et donc justement, ce PPI, et je vous signale quand même que je pense qu'il y a peu de communes de notre taille qui ont un PPI, qui affichent un PPI depuis le début. Et donc c'est important de voir que ce PPI reste justement à avoir notre besoin de financement et de ne pas mettre notre commune dans une situation financière catastrophique. Et on est attaché à ça. Je reprends tout à l'heure, une CAF suffisante et aussi une capacité de désendettement de moins de 10 ans. Et tout ça, on en tient compte dans le PPI. Pour terminer juste, voilà, dans le PPI, ce qui est annoncé, ça veut dire que c'est notre capacité, en fait, nous, communes, à prendre à 100% l'investissement. C'est-à-dire qu'après viendront, là c'est pas net, c'est pas les investissements nets, donc hors retour des subventions. La médiathèque par exemple, on la prévoit avec une prise en charge 100% collectivité, alors qu'on sait très bien qu'elle ne sera pas à 100%. L'objectif, c'est 20% des collectivités. C'est-à-dire 11% pour la mairie d'Achicourt, puisqu'il y a Borin. Donc le reste à charge sera de 20%, et pour Achicourt, 11%. Sur quand même un investissement qui est chiffré à 5,4 millions hors taxe. Donc c'est ça. Et Nicolas, il a raison. Ce que nous, on annonce, on est en capacité de le financer. Et après, on rentre les recettes. On commence à les voir apparaître, d'ailleurs, sur la ligne. Il y avait quand même 1 million, l'année dernière, il y a eu 1 300 000 de recettes qui nous sont revenues avec les subventions. Et c'est un document. Et si on ne peut pas, pour une raison X, parce que la guerre sur le territoire, enfin sur le continent européen, prend des proportions qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, que le coût de l'énergie augmente encore une fois, voilà, etc., et on ajustera, effectivement. Il faudra qu'on trouve tout le temps les points d'équilibre. Mais ça, c'est la vie du PPI, et c'est justement ce débat et la construction des budgets. Un budget à 1 an et une réflexion, une orientation à X années. Je ne dis pas que ça c'est notre trajectoire. Si demain on a une difficulté sur un autre bâtiment parce qu'on ne l'a pas prévu, je ne sais pas, moi le moulin, la toiture elle s'effondre, il faudra qu'on réoriente. Oui, bon, j'aurais peut-être pas dû... voilà. Il faudra bien réorienter des masses financières pour pouvoir en fait le remettre en état. Et ça, c'est la vie de la collectivité, rien n'est écrit. Au local comme à l'échelon supérieur. De ce débat. Voilà. Un débat qui est engagé et qui permet d'avancer et puis effectivement d'expliquer notre politique, nos budgets, la construction du budget et puis de clarifier notre trajectoire. Voilà. Donc si vous le voulez bien, nous allons passer à la deuxième... Non, il faut approuver le... C'est prendre acte. Bon, voilà, vous avez pris acte donc, du rapport d'orientation budgétaire. Deuxième délibération
délibération autorisant les dépenses d'investissement avant le vote du budget. Vas-y, Nicolas. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, les dépenses d'investissement, normalement, ne sont réalisées qu'après le vote du budget. Pour, bien sûr, continuer nos opérations et pas attendre le 10 avril. Donc, nous prenons une délibération pour ouvrir, autorisant des dépenses d'investissement avant le vote du budget, selon l'article L 1612-1 du Code général des collectivités, pour les puristes, qui nous donne l'opportunité, dans la limite de 1/4 des crédits votés en 2023 hors capital de la dette, justement d'inscrire ces nouvelles dépenses d'investissement qui seront bien sûr reprises dans le budget primitif. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette délibération qui est traditionnelle chaque année. Pas de questions, donc on le met au vote. Ah oui, monsieur le maire rajoute par rapport à la délibération qui avait été, enfin le projet de délibération qui avait été envoyé à la fois aux commissions finances et aux membres du conseil, donc il y a une variation, un ajout d'une dépense, donc ne soyez pas étonnés sur la valeur totale de cette délibération. Ton micro. Voilà, 4 536 €. Soit un total ajusté à 115 280 € et 95 centimes. Voilà, donc on le porte au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, votez à l'unanimité. Merci Nicolas. Donc pour la troisième délibération, c'est une demande de subvention, appel à projet, fonds public territoire, pour un projet que va nous présenter Sylviane. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc ce projet qui vous est présenté, je vais rappeler quand même un petit peu dans quel cadre il se trouve. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le conseil municipal des jeunes s'est installé le 2 octobre 2023, que les jeunes se rencontrent régulièrement et qu'ils se sont déjà positionnés sur plusieurs actions à mener, tant dans le cadre des loisirs que du développement durable. Ensuite, au cours du premier semestre 2023, la municipalité avait déposé sa candidature pour créer une rue aux enfants. Alors, quelques mots sur ce qu'est une rue aux enfants. C'est une rue qui est fermée temporairement à la circulation motorisée. Les enfants peuvent jouer librement, sur toute sa largeur, en toute sécurité, en toute tranquillité. Des infrastructures de jeux peuvent y être installées, des animations organisées, l'accès des véhicules étant limité, peut-être aux résidents exclusivement, mais dans ce qu'on va vous proposer, il n'y aura pas de résidents. Et elle est organisée en collaboration avec différents partenaires du secteur. Donc, lorsque l'on a expliqué aux enfants du conseil municipal jeune qu'on avait candidaté pour une rue aux enfants et qu'on avait retenu, tout de suite, ils se sont emparés de ce projet. Ils ont été d'ailleurs très prolifiques sur des propositions. Donc, enthousiastes, ils se sont mis à imaginer le quand, le comment investir cette rue. Donc, pour votre information, ce sera certainement le samedi 18 mai, rue de Roubaix, de la piscine à la médiathèque. Donc, et comment? Ils sont en train d'y travailler. Bon, je vous donne la date, mais elle est peut-être encore un petit peu provisoire, puisqu'il faut qu'on vérifie la faisabilité. Donc, comme ils étaient enthousiastes, ils ont déposé plusieurs projets d'investissement de cette rue. Donc, face à la dépense, nous avons déposé une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale dans le cadre de fonds publics et territoires, l'axe jeunesse. Donc, la dépense totale du projet, alors on dit la dépense totale, si on les a laissés imaginer ce qu'ils avaient envie, si on est financé, on pourra les laisser aller jusqu'au bout. Donc, la dépense totale est de 3 600 €. On a sollicité auprès de la Caisse d'allocation familiale 2 880 €. Ce qui reste à la charge de la commune, c'est 20%, 720 €.
Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de valider la création de cette rue aux enfants et puis aussi de valider le fait qu'on puisse demander une subvention à la caisse d'allocation familiale. Y a-t-il d'abord des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci Sylviane. Alors, ils vont être super contents parce qu'eux ont eu un conseil municipal officiel lundi, leur deuxième depuis leur installation, et ils attendent avec impatience la décision des adultes. Bon, vous voyez qu'on les habitue très jeunes à faire des demandes de subventions. S'ils veulent faire un projet, ça coûte, il faut qu'ils demandent. Et puis avec le nombre de projets, il va peut-être falloir repenser un PPI. On va leur faire un PPI. En tout cas, merci pour eux, c'est un très beau projet. La délibération numéro 4 sur les travaux de maison des sociétés. Donc, c'est sur la suspension du loyer du bureau de poste, d'Achicourt. Donc, comme vous le savez, à partir de mars-avril, les travaux vont débuter. Donc, comme il y a de la mise en sécurité, même dans le local occupé actuellement par la Poste, à réaliser, et que sur l'étage supérieur, la toiture va être complètement modifiée, il n'est pas possible de maintenir l'activité de la Poste dans ces lieux actuels. Donc forcément, puisqu'ils étaient locataires, puisqu'ils ne vont plus occuper le local, nous allons suspendre le loyer. Voilà. Vous avez le montant sur 6 mois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pendant 6 mois, donc, ils vont installer un mobile bank, un Algeco, ou bien les services sont transférés dans un autre bureau de poste? Pour l'instant, on en est en discussion. Après, la décision de la Poste, on essaye de les convaincre que oui, ça serait bien de maintenir. Quand on les écoute, ils préfèrent, eux, fermer le bureau de poste, pas maintenir. Mais on aura des garanties du retour de l'activité. Voilà. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est toujours de maintenir une activité. Mais bon, si eux décident de ne pas la maintenir, à un moment, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Ce qui est important, et là je vous rejoins, c'est d'avoir les garanties de retour. Voilà, qu'on aura. Et d'autoriser, en fait, en conséquence, la suspension du loyer. Il n'y a pas de vote? Si, quand même, on vote. Bon, alors qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Ok, merci. Adopté à l'unanimité. La délibération numéro 5, Jean-Paul va vous la présenter. Pardon. Juste vous dire effectivement qu'elle contient plusieurs points. Donc l'approbation du plan de financement prévisionnel qui était joint, l'approbation des études donc d'avant projet définitif. Donc c'est une étape importante puisqu'elle va définir définitivement les contours du projet, les masses financières par poste pour la construction, les volumes, etc., etc. Donc là, on franchit encore une étape importante dans la concrétisation du projet de la médiathèque. Jean-Paul. Je vais le faire. Voilà. C'est pas ça. C'est pas ça? Voilà, merci. D'accord. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, dans cette délibération, on demande au conseil municipal de prendre position sur 2 points. Premièrement, l'approbation de l'avant-projet définitif. Donc, vous devez vous en douter, pour construire un bâtiment de plus de 1000 m², il y a eu des évolutions depuis l'avant-projet sommaire qu'on vous a soumis il y a quelques mois, notamment après des discussions avec le comité des usagers, avec les services concernés, avec les autorités aussi responsables, notamment de la sécurité, puisque notamment on a eu un problème avec le service incendie concernant les accessibilités, etc., etc. Donc on a été obligé de modifier l'avant-projet sommaire sur quelques points qui se situent surtout sur la gauche du graphique qui vous a été joint dans les pièces justificatives de la délibération. On a réaménagé les sanitaires et les loges justement pour répondre aux problèmes de sécurité.
On a réorganisé l'atelier cuisine scientifique et le local de rangement pour permettre une facilité d'utilisation plus adaptée à ce qu'on attend de ces lieux-là. On a réaménagé le bureau des équipes et le local retour du réseau M pour éviter des difficultés de fonctionnement, et notamment pour les bibliothécaires quand les caisses de livres du réseau M arrivent 2 fois par semaine pour venir soit de la bibliothèque d'Arras, soit celle de Saint-Nicolas, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les points les plus importants au niveau de l'organisation de ce secteur-là. Et on a, après discussion avec notamment les responsables techniques au niveau du chauffage, on a décidé d'ajouter un plancher chauffant dans l'espace documentaire pour avoir un confort de lecture plus fort que la simple soufflerie qui était prévue au départ. Voilà les gros points de modification entre l'avant-projet sommaire et l'avant-projet définitif. Sinon, dans le détail, vous avez eu les documents pour la préparation de ce conseil municipal. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point concerne... C'est pas tout à fait cette diapo-là. Voilà, celle-là. Ça sera plus simple à lire, je pense. Donc, je vous ai mis une photo de la vue intérieure de la zone documentaire. Et à gauche, le budget prévisionnel en millions d'euros. Donc, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, le total des dépenses, c'est 5,4 millions. Pour la construction, c'est 3,7 millions. Et j'ai vérifié tout à l'heure, le premier chiffre qui a été annoncé en matière de construction, c'était 3,5 millions. Donc, il y a un petit décalage. Mais vous savez aussi que c'est du prévisionnel. Et d'ici l'appel d'offres et les résultats des marchés, on peut encore avoir des évolutions sur ces chiffres qui sont, comme le dit aussi notre adjoint aux finances, sincères aujourd'hui, mais qui peuvent évoluer tous les jours. Donc, globalement, avec des recettes sur la colonne de droite qui arrivent aux 80% que l'on recherche, puisqu'on aurait à la charge de la ville d'Achicourt et de Borin une dépense d'environ 1 million. Aujourd'hui, chiffré à 1,05 million, mais ça peut aussi évoluer, puisque c'est du prévisionnel. Et en plus de ces dépenses-là, on a une contribution de la communauté urbaine qui va s'occuper de tout ce qui est, premièrement, nous faire cadeau du foncier, parce qu'il y a une partie du foncier qui ne nous appartient pas, c'est sur la zone de l'EPF, l'établissement public foncier, et surtout aussi l'aménagement du parking et des abords autour le long de l'équipement. Voilà ce que je peux vous donner comme explication sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Au niveau du foncier, c'est une rétrocession à la commune ou la CEA reste propriétaire du terrain? C'est une rétrocession à titre gratuit pour la commune. Pas d'autres questions? Alors, je soumets la délibération. Vas-y, Nicolas. Juste pour dire, on est en hors taxe. Vous allez me dire la TVA. La TVA, à la fin du projet, avec le fonds de compensation de TVA, tout à l'heure je vous en parlais, ça coûtera 9 000 € à la commune. Donc il faut rajouter 9 000 €. Voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille toujours en hors taxe, parce qu'en fait le FCTVA, c'est presque la TVA donc, qui sera versée, alors en décalage, 1 an après les travaux. Si, je vais avoir une question, pardon, monsieur le maire. Vu les montants engagés, parce que c'est potentiellement l'opération la plus coûteuse pour la ville, quels sont l'état d'avancement des relations avec la direction régionale de la culture, la région des Hauts-de-France, le département, la CEA? Parce que quand on regarde tout ce qui leur revient et tout ce qui potentiellement nous revient, bien évidemment, il y a plus de promesses de dons que de certitudes. Donc quels sont les contacts? Alors les contacts sont bons, mais ce n'est que des contacts. Pour l'instant, on n'a aucun engagement écrit. Mais depuis le départ, on savait que la direction régionale de la culture et le département étaient très partants pour soutenir largement ce projet. Maintenant, comme vous le savez aussi bien que moi, entre les promesses et la réalisation, il peut y avoir des décalages. En tout cas, monsieur le maire et monsieur le directeur général des services se battent tous les jours pour que les promesses soient tenues. Voilà. Ils sont présents au comité de pilotage, ils nous soutiennent depuis le départ. Ils pensent que c'est vraiment un équipement exemplaire, notamment au niveau du travail avec une commune voisine. C'est un équipement exemplaire au niveau du développement de la lecture publique sur l'agglomération. Et là, on a encore de gros efforts à faire pour essayer notamment de répondre aux attentes du département qui souhaiterait que tous les habitants de la communauté urbaine puissent accéder à la lecture gratuitement. Mais ce n'est pas encore le cas, puisqu'on fait partie d'un réseau qui impose
une tarification pour les gens qui ne sont pas dans le réseau M. Donc tout ça, c'est des démarches qu'on va continuer à faire, à continuer à essayer de porter la conviction qu'on a, nous, que la lecture publique soit accessible à tous. Mais voilà, ça fait partie du rôle des élus qui militent pour défendre des idées. Et on n'a pas forcément gain de cause tout de suite. Je précise parce qu'effectivement, on est toujours en relation avec nos différents partenaires institutionnels, que c'est quand même fortement consolidé. Voilà. Évidemment, on ne sera heureux que quand on aura la notification. Mais toutes les cases sont cochées, etc. Et ils ont des engagements quand même. Ce sont des gens quand même qui s'engagent quand ils s'engagent oralement. Enfin, on peut quand même leur donner du crédit. Voilà. Et en tout cas, les retours qu'on a aujourd'hui consolident le tableau. Alors ça peut encore évoluer. En tout cas, les objectifs restent les mêmes. 20% de reste à charge. Et donc 52%, 58 à la charge d'Achicourt et 42 Borin. Voilà, voilà. C'est une clé de répartition établie sur le nombre d'habitants. Voilà. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention? 2 abstentions. Merci à tous. Alors, nous allons quitter le domaine de la finance pour aller dans le domaine des ressources humaines. Pour vous parler du complément indemnitaire annuel. Donc, c'est une part variable en fait, du système indemnitaire des fonctionnaires, qu'ils soient d'État ou territoriaux, hein, le RIFSEP, vous connaissez. C'est une obligation, mais le montant est libre et est fixé par la collectivité. Donc le CIA existait avant notre arrivée, il était aux alentours de 2000 €. On l'a porté, donc 2000 € pour une centaine, un peu plus de 100 agents. Si on doit se répartir 2000 € sur 100 agents, ça fait quand même pas grand-chose. Presque, on a honte de leur donner. Donc on a porté l'enveloppe à 25 000 € pour effectivement que cette prime, elle ait un sens. Mais pour qu'elle ait un sens, on l'a adossée à des critères. Ce n'est pas une prime automatique, intégrale. Elle est liée à l'engagement de l'agent et à sa manière de servir. Donc là, vous avez pu voir la grille en fait, des critères, on vous l'a donné, c'est assez fourni. Ce sera au manager de s'en saisir, en fait, pour pouvoir, lors des entretiens, pouvoir en fait noter de façon juste l'agent, et donc sur 5 critères, et elle sera aux alentours de 250 €. Aujourd'hui, c'est ce qui est versé. On l'a versé de façon uniforme sur tous les agents depuis 2 ans à 250 € parce qu'il fallait mettre en place, réfléchir sur les critères, les écrire, passer ça en conseil social territorial qui est passé, qui a approuvé en fait ces critères après des négociations qui ont été intéressantes, hein, qui n'ont pas du tout été houleuses, qui acceptent tout à fait l'objectif de ce complément indemnitaire. Donc aujourd'hui, on vous demande de valider la grille en fait, d'évaluation, de préciser certaines choses, d'acter le principe de son application dès l'année 2024, ça c'est important, et d'autoriser Monsieur le maire donc, à prendre toutes les mesures en décision relatives à la présente délibération. Mais avant de voter, Nicolas va compléter mon propos. Merci Monsieur le maire. Je vais peut-être parler un peu plus que toi, alors que tu as parlé plus que moi sur l'Europe. Je rigole. Oui, effectivement, pour rappeler les choses, c'est que un traitement, parce que dans la sphère publique, ce sont des traitements. Donc il y a une partie indiciaire en fonction d'un indice et le régime indemnitaire en fonction de l'emploi, mais aussi complément indemnitaire annuel. Quand Monsieur le maire rappelle que c'était même pas 2000 €, c'était 1500 € attribués qu'à des agents hommes à l'époque. D'accord ? Donc aujourd'hui, effectivement, on avait, notamment avec Jean-Paul et le conseil municipal et le groupe majoritaire,
instituer une enveloppe, donc 25 000 bruts, 30 000 euros bruts chargés. Ça fait partie aussi de l'augmentation de la masse salariale, ça, Ludovic. Donc, en faveur des agents. Ce qui est important aussi de savoir. Ça représente pas 300 euros par mois. Non, mais ça fait quand même 30 000 euros depuis 2020. Et donc aussi, ce qui est important, et ça aussi, on est très attaché à la façon donc d'évaluer les agents, et ça, notre DGS, Mathieu Dujardin, en est bien conscient. Cette complémentaire indiciaire annuelle, elle sera aussi basée sur 3 points, sur 3 choses importantes. 1, c'est la transparence. 2, c'est l'équité. Et 3, souvent quelque chose qui est oublié, c'est le courage managérial. Et ça, là-dessus, c'est important de le signaler. Voilà, merci Monsieur le maire. Je précise aussi que l'enveloppe est sanctuarisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on distribuait 250 euros à peu près par agent. Donc tout le monde n'aura pas... Enfin, si tout le monde a 250 euros, tant mieux. C'est que tout le monde est bien investi à une bonne manière de servir. Mais que les montants restants permettront en fait, d'augmenter en fait, le montant de la prime, puisqu'on est sur une enveloppe sanctuarisée. Voilà. Simplement une petite question. Je lis conformément à la délibération du 18 juin 2028. Rassurez-moi. On est en 2024. C'est une petite coquille, effectivement, mais bien vu, Didier. D'où l'importance des lunettes. Adopté à l'unanimité. Merci pour les agents. Et nous passons à la dernière des délibérations qui concerne institutions et vie publique, qui concerne les commissions participatives thématiques. Et je passe la parole à Sylviane Dalpos. Alors, pour faire suite au conseil municipal du 20 décembre, qui précisait que suite au changement de maire et d'adjoint, les commissions thématiques participatives ont été renommées afin de cadrer avec les délégations des adjoints. Le conseil municipal, ce jour-là, il vous avait été demandé que pour aujourd'hui, les élus, tant de la majorité que de la minorité, se positionnent dans les commissions telles qu'ils avaient été nommées. Donc je rappelle, dans chaque commission, 6 élus de la majorité, 2 élus de la minorité. Donc vous avez eu le tableau de répartition des élus, donc tout le monde s'est positionné, en sachant qu'on a juste 2 coquilles dans la même commission, réussite éducative, donc, qui est pilotée par Déborah Delalin. Donc elle ne peut pas être conseillère municipale dans sa commission, donc elle ne peut pas encore se dédoubler. Donc ce sera Bernard Cazet qui la remplacera. Et puis dans cette commission, il était également indiqué Bernadette Havé et ce sera Gabriel Warin. Donc les 2 coquilles concernaient les représentants de la majorité. Voilà. Donc s'il y a des questions concernant les commissions, s'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, adopté à l'unanimité. Donc, maintenant, on va pouvoir dérouler. Les dates des commissions, quasiment toutes les dates sont prévues. Donc, on va pouvoir, comme le conseil municipal a donné son avis aujourd'hui, on va pouvoir envoyer les invitations pour les prochaines, en sachant que dès le mois de février, il y a des commissions qui vont être mises en place. Merci Sylviane. Voilà, nous avons épuisé l'ordre du jour du conseil municipal du 31 janvier. Il me reste à vous préciser l'agenda. Donc, live entre les livres, on en a parlé tout à l'heure. C'est live. Ouais, je vais mettre. C'est en direct. En direct entre les livres, c'est mieux. Merci Didier. Donc on en a parlé tout à l'heure, puisqu'il y avait une décision du maire. Après, on se retrouvera
En mars, sur une intervention de François Dulac, un chercheur du CNRS à la médiathèque. Vous aurez donc la semaine du 25 au 29 mars, la semaine de la science, donc toujours à la médiathèque. En avril, rendez-vous au Moulin, donc dans le cadre des journées européennes des métiers d'art. Donc le Moulin toujours partie prenante dans ce type de manifestation. Je remercie d'ailleurs l'association qui se mobilise souvent pour permettre la découverte de ce bel équipement municipal. Et puis le dimanche 7 avril, un concert de printemps à l'école de musique. Voilà, l'orchestre de l'harmonie rencontre la musique électronique DJ qui était chère, puisque tu nous en parlais tout à l'heure, à l'espace François Mitterrand. Voilà. Voilà. Bon. J'espère que vous y voir nombreux. Merci de votre attention et puis bonne soirée. Voilà. Ah oui, le prochain conseil municipal, ça sera le mercredi 10 avril où nous voterons le budget. Entre autres. Bonne soirée.